Bonjour à tous. Merci d'être présents. J'ose pas dire si nombreux, mais si courageux. Hein, vous êtes là, je vous en remercie. Ça me rappelle une salle de classe d'ailleurs, parce qu'il n'y a personne au premier rang. C'est toujours pareil. Voilà. Mais vous êtes tous concentrés par là, donc je vais essayer de faire des efforts pour de temps en temps regarder tout le monde. Moi, je m'appelle Rémi Chat, je suis directeur général d'EdTech France. Voilà, c'est du temps où j'étais directeur d'une grande école de commerce, donc je portais une cravate à l'époque. Et je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour animer c'est pas vraiment une table ronde, cette brochette, voilà, de spécialistes sur cette question: quelles ressources numériques adaptées pour les élèves à besoins éducatifs particuliers? Alors, ne faites pas nécessairement attention à ce qui est écrit au-dessus, parce que je peux comprendre que ça ne correspondait pas toujours à ce qu'on pouvait dire. Voilà, il y aura peut-être quelques bugs. Alors, l'idée, c'est que chacun va se présenter, bien entendu, on va poser des questions. Je voudrais que cette table ronde, elle soit vivante, mais je crois qu'elle le sera, compte tenu des personnalités des uns et des autres. Et moi, j'aime pas tellement les formats où on attend que tout le monde ait parlé pour que le public puisse s'exprimer, parce que souvent, ça crée des frustrations. Donc, puis après, on oublie les questions qu'on avait en tête. Donc, si vous avez envie de vous exprimer, n'hésitez pas à lever la main, à hurler, à crier, à vous lever. Ne sautez pas sur les intervenants s'ils ont dit quelque chose qui vous paraît pas pertinent. Mais en tout cas, voilà, que l'échange se fasse dès maintenant, et pas simplement une fois que tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Voilà, une fois que je me suis présenté, je vais demander à chacun d'entre vous de le faire. Gaëlle, d'abord, Gaëlle Regnault, qui est fondatrice de Learn Enjoy. Ça s'appelle Startup for Kids, cet événement. Donc, il y a des startups et des enfants qui sont à côté. Gaëlle. Bonjour à tous, je suis Gaëlle Regnault, la fondatrice de Learn Enjoy, qui est une initiative à la convergence de l'EdTech, de l'économie sociale et solidaire et des sujets très pointus comme l'intelligence artificielle. Et donc j'ai la chance aujourd'hui de coordonner une équipe qui fabrique des logiciels qui sont réellement des manuels scolaires sur tablette tactile, qui couvriront prochainement l'ensemble du primaire et qui permettent aux enfants d'apprendre quel que soit leur talent, quelles que soient leurs difficultés. Et donc, nous sommes l'outil de la pédagogie différenciée, de la réussite scolaire pour tous et aussi de la facilitation de la vie des enseignants pour qu'ils puissent accompagner tous les enfants dans leurs particularités et leur potentiel. Et donc voilà, je serais très heureuse aujourd'hui de vous présenter notre travail, de participer au débat et puis bien évidemment de répondre à toutes vos questions. Merci, Gaëlle. Marie-Hélène Ferrand. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis moi-même formatrice, enseignante spécialisée. J'ai, il y a quelques années maintenant, eu la chance de profiter d'une formation sur le handicap moteur, la maladie et ensuite les troubles de la sphère autistique. Mais aujourd'hui, je suis là au titre de l'Observatoire des ressources numériques, qui est une mission qui a été dédiée à mon établissement, qui est l'INS-HEA, qui est un institut universitaire de formation, donc de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Et l'Observatoire a une mission de veille et d'expertise de ressources numériques qui sont adaptées et utiles pour la scolarisation des élèves avec des besoins particuliers. Merci, Marie-Hélène. Et Corentin, alors c'est Voiseux et non pas Voiseau, il y a un A en trop. Corentin. Et tout est pardonné. Et bonjour à tous, messieurs, dames. Donc, je suis Corentin Voiseux, je suis directeur général d'IPRA, qui est une structure de l'économie sociale et solidaire, qui est une jeune entreprise innovante agréée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dont l'objectif principal est de faire du numérique un outil d'émancipation, y compris dans le milieu scolaire, pour les enfants déficients visuels et effectivement certains troubles de l'apprentissage, avec une spécificité, c'est qu'on développe un ordinateur qui est à accès universel, c'est-à-dire que dès l'achat de l'ordinateur, eh bien, sans surcoût, sans avoir à rajouter de nouveaux logiciels, eh bien, l'enfant est susceptible d'accéder à un ordinateur dans les mêmes conditions qu'un autre. Et on apporte toute la dimension d'accompagnement personnalisé qui va jusque l'intervention en milieu scolaire pour acculturer, puisque c'est le grand terme dont je parlerai aujourd'hui, les enseignants et les différents professionnels qui sont aux prises avec les enjeux de la scolarisation de l'enfant et tout ce que le numérique permet de faire en matière d'émancipation dans le milieu scolaire. Merci à tous les trois. Alors, peut-être une première question sur le titre même de cette table ronde: quelles ressources numériques adaptées? Alors, Marie-Hélène, je crois que vous aviez une remarque à faire sur ce qu'était, ou en tout cas une définition à donner de ce qu'est une ressource numérique adaptée par rapport à une ressource numérique accessible, par exemple. Oui, effectivement, quand on parle de ressources numériques, on peut, et qu'on dit qu'elle est adaptée, il faut être assez précis.
à travers les ressources numériques, on va avoir finalement deux types de ressources. On va avoir des ressources qui ont été fabriquées et conçues pour tout le monde, sans se poser de questions sur à qui elle est destinée. Elle est prévue pour tout le monde. Et cette ressource qui est prévue pour tout le monde, elle n'est pas forcément accessible à tous. Donc ça, c'est le premier point. Et cette ressource numérique qui est pour tous, elle peut être adaptée ou pas. Et comment dire que la ressource est adaptée? C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle répond à un besoin particulier d'un élève ou d'une personne, là, elle devient adaptée. Donc, on a vraiment deux niveaux. On a la ressource qui est accessible pour tous. On a la ressource qui n'est pas accessible pour tous. On a la ressource qui a été pensée pour répondre à certains besoins. On a la ressource qui n'a pas été pensée pour répondre à certains besoins, mais qui peut malgré tout répondre à des besoins et du coup devenir adaptée. Et puis, on a une ressource qui, au départ, n'est pas adaptée et qui, du coup, on va peut-être pouvoir la modifier pour la rendre utile et adaptée à certains besoins. Et puis, pour terminer, et c'est aussi je pense, par rapport au projet de mes deux collègues là, qui sont de chaque côté de moi, il y a aussi des ressources qui ont été pensées pour répondre à des besoins d'une façon initiale. Et là, elles sont forcément adaptées parce que d'entrée de jeu, la réflexion, elle est sur la question de l'adaptation. Et adaptée va jusqu'à accessible à tous. Donc, Corentin, votre ressource, elle est adaptée? Alors, et plus que la ressource qui est adaptée, la ressource scolaire, c'est l'ordinateur qui est véritablement adapté. C'est-à-dire que lorsqu'on récupère des manuels scolaires pour les enfants, les manuels scolaires, une fois importés sur l'ordinateur de l'enfant, eh bien, les aides techniques, c'est-à-dire en fait du grossissement, du retour vocal ou du changement de police ou du changement de contraste, enfin bref, et toute une panoplie de possibilités d'adaptation de l'accès. Toutes ces possibilités d'adaptation se trouvent nativement sur l'ordinateur. Ce qui veut dire que quelle que soit la nature des ressources que l'on récupère, même si ces ressources ne sont pas pensées pour être adaptées, eh bien le fait de disposer d'un ordinateur qui, lui, dispose de facultés d'aménagement, eh bien ça permet de rendre ces ressources accessibles. Et donc de résoudre ce problème de est-ce qu'on conçoit une ressource qui est accessible ou pas, qui est en vrai l'enfer des enseignants et de tous ceux qui voient l'accessibilité et l'adaptation sous l'angle de non-spécialistes. Et Gaël, votre solution, alors l'idée est venue comment? Je crois qu'au départ, c'est une solution qui est adaptée pour tous et qui ensuite devient adaptée pour les enfants à besoins éducatifs particuliers. Racontez-moi un petit peu la genèse du projet. Alors à Learn and Joy, nous avons d'abord conçu des outils pour les enfants avec troubles du spectre de l'autisme, qui est une problématique qui m'est chère. Et il se trouve que l'état de l'art, donc les publications scientifiques, explicitent très bien ce qui fonctionne pour ces enfants dans des situations d'apprentissage scolaire, mais aussi dans des situations d'acquisition de l'autonomie. Cette littérature scientifique, elle n'est pas très accessible en France, puisqu'elle est d'abord en anglais. Et ensuite, évidemment, on ne peut pas demander à tous les enseignants de suivre les publications des laboratoires de recherche. Et donc, notre travail à nous, ça a été tout simplement de bâtir des principes directeurs pour fabriquer une solution, avec, par exemple, beaucoup de décomposition pour une même notion. Je dirais de façon très pratique qu'un manuel de CP pour apprendre les mathématiques, c'est un fichier de 150 pages. Pour apprendre à lire, ça va être 200 pages. Nous, sur l'équivalent du CP, nous avons 20 000 pages. Donc, nous avons un niveau de décomposition extrêmement fin. Et ça, c'est une des conclusions des recherches scientifiques. Il faut décomposer à l'extrême. Et plutôt que de laisser les professionnels, enseignants, AVS ou professionnels du médico-social le faire, nous le faisons pour eux. Et avec la modalité Internet, nous propageons ces supports tout près. Autre exemple, il faut des visuels épurés, c'est-à-dire détourés et sur fond blanc pour acquérir certaines notions et ne pas avoir ce que l'on appelle des distracteurs, avoir des consignes simples, dans un nombre limité, mais varié pour ne pas que l'enfant robotise son comportement. Et donc tout ceci, nous le faisons, nous l'embarquons dans un matériel prêt à l'emploi, à l'état de l'art, et grâce à Internet aussi, régulièrement mis à jour en cas de nouvelles publications. Donc ça, c'est une adaptation en lien avec les programmes scolaires, puisque toutes nos applications sont faites en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et réalisées par des enseignants eux-mêmes. L'autre adaptation,
elle est liée à la technologie. C'est-à-dire que nous pensons que la tablette est un outil fabuleux de diffusion de contenu, mais c'est aussi un merveilleux moyen de collecter une donnée très fine sur le fonctionnement de l'élève et sur précisément où il en est dans ses apprentissages. Et donc, grâce à cette donnée recueillie, hébergée de manière extrêmement sécurisée en France, nous allons constater de manière très progressive où en est l'enfant, l'élève, et permettre à toute la communauté éducative de partager ce qui pour lui est acquis en cours d'acquisition ou reste relativement inaccessible, et donc fait que l'AVS devra beaucoup l'aider pour progressivement estomper son aide. Et donc, toute cette logique d'adaptation scientifique, mais aussi très pragmatique, faite avec les partenaires de l'éduc à tous les échelons, nous la mettons à disposition de tous les enseignants. Et partons du principe que, finalement, et c'est ce que nous constatons dans les faits, rendre service aux élèves qui ont des besoins extrêmement particuliers et aussi extrêmement complexes à appréhender, comme dans le handicap cognitif, ça accélère la possibilité d'adapter les supports pour les autres élèves allophones ou ayant d'autres typologies de besoins éducatifs particuliers. Donc voilà comment finalement on part véritablement d'une adaptation, d'une conception adaptée pour aller vers quelque chose qui soit un service rendu à l'ensemble des enfants. Alors Marie-Hélène, comment fonctionne l'ORNA, cet observatoire des ressources numériques adaptées précisément? Comment est-ce que vous allez chercher ces solutions? Comment est-ce que vous travaillez avec les entrepreneurs pour les faire grandir et rendre ces solutions, on l'espère, accessibles à tous? Alors, effectivement, le rôle de l'ORNA est de recenser et ensuite d'expertiser pour proposer des présentations relativement courtes et succinctes de ressources numériques qui sont utiles et adaptées à la scolarisation des élèves et de leurs besoins. Et pour cela, nous avons plusieurs façons de faire. Tout simplement, nous participons à des salons, à des forums, à toutes sortes de réunions sur lesquelles nous rencontrons des personnes, des startups, des sociétés qui conçoivent des ressources. Une autre façon de faire est aussi dans notre relation avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons de nombreuses propositions, d'échanges, de rencontres avec, pareil, des sociétés qui viennent présenter ou qui ont été soutenues par le ministère dans leur conception de ressources. Et est-ce qu'il y a un marché, un vrai marché pour ces entreprises? Parce que aussi bien Learn Enjoy que IPRA sont des entreprises. Vous n'avez pas de statut associatif. Et le but, même si c'est pas le but ultime, c'est aussi un but lucratif, il y a des emplois qui sont créés, il y a des gens qui doivent vivre. Est-ce qu'il y a un marché pour ces ressources? Et si oui, comment est-ce qu'on y accède? Ou est-ce que c'est difficile? Peut-être les entrepreneurs ou Marie-Hélène d'abord. Moi j'aurais un regard un petit peu décalé, bien sûr, puisque moi-même, je ne suis pas entrepreneuse. Mais je me dis que l'évolution du regard, l'évolution de nos sociétés qui tendent vers une accessibilité maximum et qui tendent vers un choix d'outils qui sont d'abord accessibles avant d'être autre chose, je dirais, fait que, de mon point de vue, le marché est là. Et je pense que ce que disait Gaëlle, qui partait d'un besoin très pointu, très fin, et qui, effectivement, a mesuré que ce besoin très fin répondait, et puis qu'on pouvait répondre à d'autres besoins, et qu'on élargissait, du coup, le public. Donc, je pense que d'un espace très fin, on peut arriver vers un très grand. Mais je vais laisser... Alors, et je répondrai un tout petit peu à côté de la question. Je dirais que je ne sais pas s'il y a un marché ou pas. En tout cas, notre objectif, nous, c'est pas la lucrativité. C'est pour ça que ce soit Gaëlle ou que ce soit IPRA ou bien d'autres sociétés, on a l'agrément d'économie sociale et solidaire qui garantit précisément cette mission d'intérêt général. Je dirais qu'en tout cas, l'écosystème, lui, n'existe pas. Je précise. Depuis hier, parce que j'ai assisté quand même à pas mal de conférences sur la journée d'hier, on entend les familles se plaindre à peu près à tous les niveaux. Elles se plaignent du fait que les enseignants et les professionnels ne sont pas formés, ne sont pas acculturés aux technologies numériques. On se plaint du fait qu'il n'existe pas de coordination ou pas suffisamment de coordination entre les différents professionnels engagés dans l'activité de scolarisation des enfants, que ce soit l'orthophoniste, l'ergothérapeute, l'orthoptiste, le pédopsie, que sais-je, ou l'enseignant lui-même. On entend que les commissions de suivi pédagogique n'ont aucune prise pour organiser ce dialogue interdisciplinaire au sein de l'école.
parce que les actes des pros ne sont pas financés, et que cette commission se réunit une fois par an. On apprend que le bilan et la formation sur les équipements en aide technique numérique est renvoyé à l'ergothérapeute, avec un double problème, la non-prise en charge par la sécurité sociale, la non-formation des ergothérapeutes sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et certainement un blocage culturel des syndicats au niveau de la mise à niveau de cette profession sur les nouvelles technologies numériques. On apprend qu'il existe effectivement un centre national, on va dire, de référencement des ressources inclusives pour évaluer, pour faire connaître le matériel. Apparemment, c'est le rôle de l'INES-HEA. Enfin, il y a d'autres centres d'expertise qui existent, et en pratique, ce que je constate, c'est que ces centres d'évaluation ne dialoguent pas du tout l'un avec l'autre. Vous faites évaluer votre technologie un coup par une association, un coup par un centre d'expertise de la CNSA, un coup par l'INES-HEA, et en pratique, la plateforme nationale d'évaluation et de référencement des aides techniques, elle n'existe pas, donc à mon sens aujourd'hui. Et on apprend enfin que la commission du matériel adapté, elle se réunit de manière plus ou moins épisodique, si vous voulez, mais qu'elle se satisfait à peu près à moitié de ce qui se passe aujourd'hui dans l'école, mais qu'il n'existe pas d'impulsion, de volonté politique pour véritablement changer l'écosystème, ou tout du moins le construire. Puisqu'en fait, ce qui se passe, je crois que c'est le cas pour IPRA, mais c'est le cas pour bien d'autres entreprises que je représente par ailleurs au Syntec numérique, donc une partie des aides techniques numériques qui se bâtissent et qui souhaitent accéder et se faire expérimenter dans le milieu scolaire rencontrent ces difficultés. Difficultés essentiellement liées au fait que la culturation de l'écosystème, à mon avis, reste largement insuffisante aujourd'hui. Le fait que les expérimentations se font au coup par coup, c'est-à-dire académie par académie, lorsqu'il existe une volonté politique au niveau de telle académie, mais sans aucun regard surplombant sur ce qui peut être fait ici ou là, et donc de référencement de bonnes pratiques d'une académie à une autre. Et enfin, aussi parce que le discours qui consiste à dire, et que j'ai entendu hier, qu'il faut renvoyer aux parents d'élèves la nécessité de faire le choix de l'aide technique, de faire le choix du paramétrage et de la configuration, voire de l'accompagnement de l'élève, me paraît tout simplement insupportable. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'est une compétence professionnelle, à proprement parler, qui aujourd'hui est diffuse et en fait mal réunie dans une profession. Et on renvoie aux parents d'élèves une responsabilité sur laquelle ils n'ont aucune prise. C'est-à-dire que se repérer aujourd'hui dans le maquis des aides techniques, c'est une mission impossible pour les parents d'élèves. Et c'est une mission impossible. Et ce vers quoi aujourd'hui on devrait tendre, c'est-à-dire à la fois transformer les décrets de compétences des professions en question pour que la question numérique revienne au cœur des formations initiales et continues, s'assurer effectivement qu'il existe un centre d'évaluation et de référencement des aides techniques, s'assurer effectivement que les coordinations de travail entre les professionnels se fassent véritablement au milieu du scolaire, tout ça, ma foi, n'est pas fait aujourd'hui. Et c'est ce problème d'écosystème aujourd'hui qui est le vrai problème. C'est le problème des parents d'élèves, c'est le problème des enfants, c'est le problème des entrepreneurs, c'est le problème des enseignants, c'est le problème des professionnels. Et nous, en tant qu'entrepreneurs sociaux, c'est ça qu'on regarde. C'est pas simplement notre petit nombril pour regarder si on fait de l'argent ou pas. C'est savoir si oui ou non le service il est rendu correctement dans le cadre de cette grande ambition qu'est l'école inclusive, mais qui, mais passez-moi l'expression, n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Merci Corentin, le débat est lancé. Je vois que Marie-Hélène va avoir des choses à préciser, elle a pris plein de notes. Et je vais laisser quand même Gaëlle également compléter avant que Marie-Hélène puisse s'exprimer. Alors, oui, en effet, d'abord, je suis d'accord avec Corentin, je partage complètement ton propos. L'objectif, c'est que nos solutions soient accessibles à tous les élèves qui en ont besoin, et donc la question du financement de ces solutions est majeure. Quant à savoir, après notre statut d'entrepreneur, en effet, nous avons la particularité, mais nous sommes une exception quand même dans l'EdTech, d'être des entrepreneurs reconnus d'utilité sociale. Donc, nous faisons partie de l'économie sociale et solidaire avec, en gros, l'incapacité à faire du profit structurellement dans nos statuts. Donc ça, c'est une chose intéressante, c'est qu'on n'est pas une entreprise, on n'est pas non plus une association, on a besoin de cette performance dans notre fonctionnement au quotidien. Je vois 2 centraliens que j'ai eu la chance de recruter dans la salle, donc on est obligé de recruter des très bons profils pour faire les meilleures solutions. Et pour ça, il vaut mieux avoir un véhicule entreprise, mais c'est une entreprise avec une finalité sociale, et ça, c'est très, très encadré aujourd'hui. Je le dis en passant, bien plus encadré d'ailleurs que le statut de l'association. Maintenant, quant à la structuration du marché qu'on appelle de nos voeux, oui, il faut qu'on évolue vers une structuration des marchés avec des appels d'offres publics significatifs.
qui permettent aux organisations qui créent des manuels innovants de vivre, hein, de payer leurs salariés, de payer les enseignants qui fabriquent les contenus pédagogiques. On ne peut pas continuer de bricoler le soir, il faut pouvoir recruter des équipes sérieuses, que ces équipes travaillent, qu'elles puissent aussi gagner leur vie. Donc moi je crois qu'à un moment donné, il faudrait qu'on ait des appels d'offres comme celui de l'appel à projet sur l'intelligence artificielle et le cycle 2, l'enseignement des mathématiques et du français, qui sont des vrais appels d'offres sérieux sur lesquels des startups sérieuses se positionnent. Et on évolue vers ça, donc je suis assez confiante. Je crois aussi aux expérimentations. Donc, nous, on fait des expérimentations pas très nombreuses. J'apporte ici plutôt un témoignage. On fait une expérimentation comme le champ du handicap est entre la santé et l'éducation. Des expérimentations avec des conventions entre, par exemple, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, l'Académie de Versailles, l'Académie de Paris. Et dans ce cadre-là, nous déployons nos applications sur un grand nombre d'élèves avec une évaluation chaque année pour attester des progrès des élèves et vérifier que nos manuels ont un effet positif. Ou que peut-être ils n'ont pas l'effet positif escompté. En tout cas, on se met en risque avec la possibilité d'une véritable évaluation pour prouver ce qui fonctionne et derrière, on l'espère, générer tout simplement des achats pour tous les enfants qui en ont besoin via les MDPH ou vers des appels d'offres. Donc l'expérimentation est majeure, mais là encore, je rejoins mes collègues, nous ne pouvons pas les mener sans les personnes. Et donc, sur ces expérimentations, nous avons fait des formations avec la DAFOR, de telle sorte que les enseignants et les AESH, les AVSI, soient formés et bénéficient de fait d'un accompagnement humain au numérique. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on doit toujours penser. Nous, à Learn & Joy, on édite des logiciels, mais on forme aussi plus de 3000 personnes chaque année, parce que le numérique sans l'humain, ça n'a aucun sens. Savoir combien de temps on doit utiliser une tablette, à partir de combien de temps ça devient mauvais pour un enfant, ça ne s'improvise pas, c'est un sujet sérieux. Donc on croit beaucoup à l'expérimentation et à l'évaluation, mais aussi on croit beaucoup à l'accompagnement humain en parallèle. Et enfin, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, je suis quand même très optimiste par rapport à cette possibilité de développer des marchés, ou en tout cas des zones d'impact social, puisque moi, c'est ça qui m'intéresse. On a des manuels scolaires papier. J'étais encore, en tant que parent d'élève au lycée d'un de mes enfants, et l'enseignante de physique me parlait de ces manuels papier qui n'ont pas été renouvelés depuis 15 ans, qui sont du coup complètement hors programme. Le numérique permet de mettre à jour régulièrement les connaissances. Donc, on doit trouver des modèles économiques entre la puissance publique, les collectivités territoriales, les éditeurs. On doit trouver des modèles économiques nouveaux qui permettent à chacun de vivre. Et on ne doit pas juste attendre que les éditeurs du papier, pour qui j'ai quand même un profond respect, mais qui doivent quand même s'adapter aussi, aient évolué. Nous sommes de nombreux acteurs de l'EdTech, petits mais sérieux, à qui il faut donner une chance. Et donc, je crois vraiment à cette possibilité de structuration du marché. Et je conclus du coup avec une annonce, c'est que la preuve que nous y croyons à Learn & Joy, c'est que nous avons acquis la semaine dernière l'intégralité des contenus du primaire d'une autre start-up qui s'appelle EduPad, que nous avons donc racheté. Et ces contenus vont nous permettre d'accélérer, d'aller vers plus d'adaptation encore pour rendre service à encore plus d'élèves. Et donc, la preuve, s'il en est, que j'y crois, que je crois en notre pays, à sa capacité à aller vers du numérique éducatif, c'est cet investissement que nous avons fait récemment. Merci. En plus, pour faire une annonce en pleine table ronde, là, c'est du coup Jennifer en train de tweeter et tout ça. Donc, Marie-Hélène, je vous ai vu écrire plein de trucs. J'imagine qu'il y a des questions qui vous touchent particulièrement, notamment la question de la formation des enseignants, puisque vous êtes vous-même formatrice. Donc, je vous laisse répondre à ces interrogations. Répondre sur certains points. Effectivement, la question de la formation des enseignants est un point crucial, parce que même si le numérique se développe à l'école, au collège, au lycée, même si notre monde est un monde numérique de plus en plus grand, les enseignants, voilà, ce qui souvent pêche, c'est cette connaissance par les enseignants de l'utilisation du numérique et du temps que ça prend pour se former. Majoritairement, dans les échanges que j'ai, moi, avec des collègues enseignants, le temps, ils prennent du temps sur leur temps personnel pour se former, mais
mais tellement convaincue que, oui, le numérique, en plus, par rapport à une réponse à des besoins, est une vraie réponse. Et une réponse d'autant plus efficace que même si ça prend du temps. Ça, au niveau de l'INSHEA, nous formons. Alors effectivement, nous sommes un centre de formation parmi d'autres. Nous avons la chance d'être un centre national et qui rassemblons des enseignants qui sont déjà, qui ont un intérêt, une connaissance et une envie par rapport à une réponse aux besoins particuliers. Donc, nous formons sur la question du numérique et nous présentons de nombreuses ressources. Je prends quelques points comme ça. Sur la question des centres d'évaluation, je suis, d'une part, c'est pas évident qui évalue l'outil, l'aide technique, pourquoi, quel élève. On est dans la grande diversité des personnes. On est dans la complexité, hein. L'humain, c'est de la complexité. On est dans la diversité des personnes, donc la diversité des besoins. Donc, je trouve d'une part toujours difficile, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire et qu'il ne faut pas avoir des éléments d'expertise, mais c'est toujours difficile de dire, bon, telle ressource est bonne, celle-ci n'est pas bonne. Il y a des éléments de réponse. Nous essayons de le faire, d'une part, mais pour répondre à votre remarque de points qui ont été mis en avant hier dans la journée, à l'ORNA, nous avons l'intention et nous sommes en relation avec des collègues à travers la France par le biais des inspecteurs ASH, par le biais des délégués académiques au numérique. Nous-mêmes, nous sommes centre national, mais nous sommes centre national avec ce rôle de mutualiser et de faire remonter des expérimentations et des choses qui se font. Alors, ça demande du temps. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est aussi une de nos missions, puisque notre mission n'est pas seulement d'expertiser, mais c'est de faire remonter les expertises et surtout de les partager et de les diffuser. Un autre élément de mutualisation, ça paraît toujours petit par rapport à l'enjeu national, je dirais, mais nous travaillons avec la CNSA, on est sur un groupe de travail justement pour essayer d'avoir un élément plus fin de rassemblement de ce que c'est qu'un objet, une MPA, et surtout d'être en lien avec toutes les MDPH et toutes les structures, toutes les équipes éducatives qui vont être en lien et vont peut-être proposer des outils, qui est une sorte de meilleur lien et meilleure connaissance de tout ce qui existe. Ce sont des travaux en cours, hein. Je suis honnête et on n'est jamais très nombreux pour quelque chose d'énorme, et ça c'est important. Autre chose en termes de diffusion, il y a bien sûr cette nouvelle plateforme Cap École Inclusive qui va s'ouvrir et dont l'objectif premier est d'ouvrir et de montrer les ressources numériques qui existent et de mettre en lien des enseignants et du coup des parents aussi avec tout, et leur faire connaître ce qui existe. Ça c'est quelque chose qui est important. Autre élément aussi, je dirais, il y a aussi bien sûr le ministère. Le ministère aussi soutient des projets, aide financièrement à leur développement, et ensuite on fait la promotion sur le site du ministère. Il y a de nombreuses ressources qui sont montrées, qui sont mises en avant et qui sont publiées. Voilà, c'est un petit peu de tout. Et la difficulté, je dirais, et là je reviens sur la question de l'humain. Comment dire, et puis je reprends juste par rapport à mon petit regard, je dirais, à l'INSHEA, à l'ORNA, nous ne faisons pas non plus l'expertise de toutes les ressources. D'abord parce que le numérique, c'est merveilleux, c'est formidable, mais ça change tout le temps. Tous les jours, il y a bientôt une nouvelle application. La semaine dernière, j'étais avec tout un ensemble de sociétés qui présentaient leurs ressources et une start-up disait, bah oui, mais nous, on a aussi développé ça. Ah bon? Ils étaient sur l'eye tracking et ils sont en train de développer une application sur autre chose. Et toutes les sociétés, enfin, je veux dire, toutes les personnes avec qui nous sommes en relation avancent, développent et ne se limitent pas à une seule chose. Et ça change tellement vite, il y a tellement de nouveautés que c'est difficile aussi de se dire qu'on va avoir un endroit où va être centralisé tout ce qui existe, et on va pouvoir dire
que c'est bien pour ci et que c'est pas bien pour ça. Je ferai juste une dernière remarque. Au niveau de l'INSHEA, lorsque nous faisons des expertises, nous tentons, et notre point de vue, c'est l'aspect pédagogique. Donc, autant on va présenter la ressource assez rapidement, autant notre but est vraiment de dire en classe, pour la scolarisation des élèves, si vous avez tel élève avec tel besoin, ben voilà, cet outil, ça peut être intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls élèves qui vont être utiles, à qui ça va être utile. Et là, du coup, je rejoins ce que disait Gaëlle en particulier, mais je pense que votre réponse aussi est du même ordre. Mais voilà, on essaie d'être le plus proche de l'aspect de la pédagogie, parce que c'est d'abord notre travail. Est-ce qu'il y a d'abord des questions dans la salle à ce stade? Il y a une très jolie boîte qu'on peut vous lancer dessus, avec un micro à l'intérieur. Non? Ça va? Oui, Thierry? Attendez, il vous faut la boîte. Tu vas parler dans la boîte. Je vais parler dans la boîte. Bonjour Rémi, puisqu'on se connaît depuis de longues dates. Et puis, Moi, je viens toujours avec mon public, moi, dans les tables voilà, rondes. et tu sais à quel titre je vais parler. Dans ce que j'ai vu sur le programme, vous vous orientez quand même sur le premier cycle, primaire et collège. Bon, pour mon compte, j'ai un regard qui est beaucoup plus lointain, puisque je m'occupe de concours d'école de commerce. Alors, Thierry Gautreau, je travaille à la Chambre de commerce et industrie de Paris-Île-de-France et je représente une banque d'épreuves qui est la Banque commune d'épreuves, dont l'INSEC était une des écoles membres. Mais je dirais que je peux parler aussi au nom de mes collègues ingénieurs et des collègues de la BEL, des concours littéraires. Notre problématique aujourd'hui, sur ce qui ressort aujourd'hui des enseignements, donc tel que je le comprends, vous êtes sur du transfert de compétences, donc de l'acquisition de compétences par les élèves. À un moment donné, il faut les évaluer derrière. Est-ce qu'on y met les mêmes outils numériques ou non? Ça, c'est le débat. Et puis arrive, je dirais, puisque c'est aussi le vœu d'un certain nombre d'écoles de la conférence des grandes écoles, pour les entreprises, nous avons besoin de former des jeunes en situation de handicap. Alors les handicaps moteurs, je dirais, il n'y a pas de problématique en tant que tel. On trouve toujours des réponses techniques. Mais sur ce qui relève des troubles, dyslexie, autisme et autres, nous avons besoin de ces jeunes-là parce qu'il y a de la compétence. Ça, j'en suis foncièrement convaincu. Qu'est-ce qu'à terme, on peut trouver comme réponse, puisque la réponse, elle est nationale, elle n'est pas uniquement académique. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme réponse? Alors, je ne dis pas pour demain ou après-demain, c'est pas, j'ai pas besoin, mais il faut à un moment donné que les démarches et ce qui se travaille aujourd'hui se fassent plus globalement avec cette perspective de l'enseignement supérieur. Alors, je voulais juste vous répondre de manière un peu plus globale, puis je laisserai Gaëlle compléter effectivement ce que je vais vous dire. J'ai critiqué le vide du service public sur mon intervention précédente. Maintenant, je vais vous expliquer, à mon sens, comment agir et comment est-ce qu'IPRA agit pour venir combler ce vide du service public. Ce vide, il existe à 3 niveaux et ça va répondre à votre question, puisque si l'inclusion scolaire a été faite de façon précoce, dès le primaire et dès l'école suivante, les élèves que vous verrez arriver sur l'enseignement supérieur, subitement, on va se rendre compte qu'ils sont capables de faire des études supérieures, simplement parce qu'on les aura mis en condition de façon précoce et dans de bonnes conditions. Alors, comment on fait ? Premier problème. Pour la prescription, tout le monde s'entend ici sur le fait que le numérique est un outil absolument indispensable d'émancipation de l'élève dans le milieu scolaire, que c'est même la condition d'égalité républicaine pour que l'élève puisse suivre ses études au même titre que les autres élèves. Donc je passe sur cet aspect-là. Maintenant, comment on fait ? Chacun s'entend sur le fait que c'est l'ergothérapeute qui doit effectuer un bilan de la situation de l'élève et qui doit apporter un premier niveau d'initiation et d'accompagnement de l'élève sur l'aide technique. Bien, premier problème, l'ergothérapeute n'est pas financé par la sécurité sociale, comment on fait? Et deuxième problème, les ergothérapeutes ne sont pas nécessairement compétents sur l'ensemble des handicaps et l'ensemble des technologies. Comment on fait? Sur notre cas très précis, eh bien, on fait le travail de l'ergothérapeute. Que ça plaise ou non aux ergothérapeutes, on fait l'analyse des besoins de l'élève, on prescrit les techniques, on apporte les niveaux de paramétrage, de configuration, on apprend la sténographie et on initie l'élève sur le matériel et par chance, et puisqu'on dépose un dossier au niveau de la MDPH avec le service
d'accompagnement et le matériel, eh bien, le service est pris en charge à 75%, et contrairement à une prestation d'ergothérapie libérale où le reste à charge est de 100% pour la personne. Deuxième problème, une fois que le matériel a été financé par la MDPH, on arrive dans le milieu scolaire. Les orthoptistes nous demandent aujourd'hui d'intervenir en milieu scolaire pour participer au PPS. Et vous imaginez, c'est aussi dire un peu la vacuité qui existe dans ce monde-là, pour que nous soyons invités à participer aux commissions de suivi pédagogique pour venir faire l'acculturation de l'enseignant. Eh bien, on le fait, tout simplement. On ne se pose pas la question de savoir si oui ou non on le fait. Par contre, et dans le devis qu'on dépose auprès de la MDPH, on prévoit une somme forfaitaire d'accompagnement pour l'ensemble du parcours de l'élève. Et troisième chose, est-ce que c'est à l'enseignant, oui ou non, d'accompagner sur les usages numériques, dès lors que les usages numériques sont spécifiques à certains enfants? Je demande à aucun enseignant de maîtriser l'accessibilité numérique, sincèrement. C'est une compétence extrêmement pointue, qui demande qu'une personne elle-même porteuse du handicap puisse transmettre une compétence vers une autre personne porteuse du handicap. Les enseignants, et je pense que vous en convaincrez avec moi, ont fort à faire déjà. Donc leur demander d'acquérir une compétence de formation sur des aides techniques numériques qui par ailleurs sont variées, changeantes, complexes et pointues, ça me paraît aujourd'hui tout à fait idéaliste. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on accompagne l'enfant sur les usages du numérique. Ce faisant, on couvre toute la chaîne de scolarisation de l'enfant, et à la limite, la seule chose qui reste à faire à l'enseignant et aux équipes pédagogiques, c'est d'évaluer ce qu'on fait. Oui ou non, si oui ou non, l'outil a permis ou non de simplifier la vie de l'enseignant, de suivre la scolarité dans de bonnes conditions, et ce faisant, de le partager avec ses collègues, avec d'autres académies, avec d'autres enseignants, et que l'information circule. Dans ces conditions-là, et ça me permet de répondre à votre question, dans ces conditions-là, oui, je pense qu'on verra, si on suit ce parcours, sur l'ensemble du continuum d'accompagnement et d'équipement de l'élève dès le milieu primaire, alors oui, je pense qu'on verra subitement dans 10-15 ans beaucoup plus d'élèves en situation de handicap se présenter aux portes de l'enseignement supérieur. Alors, je vais compléter, merci beaucoup Corentin. Je vais compléter donc par rapport à vos deux questions. La première que je vais adresser est celle sur l'accès aux études supérieures et notamment du point de vue de la conférence des grandes écoles, l'accès aux études supérieures pour les personnes qui ont un handicap cognitif. Très clairement, moi je n'ai pas la réponse. En revanche, j'étais avec la rectrice de l'Académie de Versailles la semaine dernière qui m'a montré un guide extrêmement bien fait du temps où elle était à Sciences Po, un guide qu'elle a contribué à réaliser sur la manière dont on accompagne à Sciences Po les personnes qui ont des troubles type 10, type trouble du spectre de l'autisme. Et donc, j'ai été du coup amenée à regarder sur sa tablette ce guide qui m'a paru à la fois précis, synthétique, pragmatique, avec des exemples concrets. Je me suis aussitôt demandé pourquoi ça n'était pas diffusé de manière systématique. Donc voilà, si vous pouvez trouver ce document, sinon je pourrais peut-être vous le récupérer. L'autre point qui relève de l'évaluation. En effet, nous sommes ici sur des solutions qui sont plutôt pour les petits. Néanmoins, à Learn and Joy, nous avons surtout fabriqué une usine à fabriquer des applications. Une usine, c'est-à-dire que nous avons des moteurs de jeu, une manière de structurer la donnée, d'avoir les résultats par élève, une granularité qui permettra l'intelligence artificielle de manière native. Et finalement, nous pouvons mettre cette usine au service de n'importe quelle initiative qui pousse du contenu et qui rapatrie de la donnée d'évaluation. Nous l'avons fait, par exemple, en remportant un marché public pour l'Académie de Nancy sur un projet d'investissement d'avenir qui s'appelle l'Inhumaine. Il s'agit de mettre à la disposition de classes un outil pour l'accrochage scolaire précoce. Et donc, dans ce cadre-là, nous, Learn and Joy, on n'a pas fabriqué le contenu pédagogique. C'est des enseignants de l'Académie de Nancy, des inspecteurs, des personnes de l'ESP, des psychologues aussi, des chercheurs en psychologie du développement de l'Université de Lorraine, qui ont fabriqué les exercices. Donc vous pourriez, par exemple, fabriquer des exercices. Et nous, on met en place toute la mécanique qui pousse le contenu et permet d'évaluer par des QCM, par des drag and drop, par toutes sortes de moteurs d'interaction. Ce que l'on rend comme service quand on fonctionne ainsi en marque blanche, c'est qu'on évite un énorme investissement informatique qui potentiellement serait perdu ou serait bien plus dispendieux que prévu, parce qu'on amène une facilité de projet et on le fait dès lors que le sujet est l'éducation. Donc, si à un moment donné, vous avez des projets pour nous, start-up, on parlait tout à l'heure aussi de notre pérennité,
Si vous pensez qu'il y a un sens à travailler en mode projet, moi, il se trouve que j'ai fait il y a quelques années, très longues années, une école de commerce. Si vous pensez, Corentin aussi, qu'à un moment donné, on peut rendre aussi ce service à ceux qui nous ont formés, en tout cas, moi, j'en serais ravie. Et Marie-Hélène qui a pris aussi quelques notes. Je ne suis pas sur les réponses, hein, désolée. Et effectivement, mais ce que je me dis, c'est que la question du petit, comme disaient Corentin et Gaël, mène au grand. Je dirais que des jeunes qui ont pris l'habitude d'utiliser des outils qui leur permettent, je pense aux élèves 10, hein, dyslexiques en particulier, ou dyspraxiques, qui ont mis en place, qui ont des outils sur leurs ordinateurs, qui ont appris à utiliser des outils qui leur permettent d'avoir accès à tous, arrivent ensuite avec cet outil-là qui est pour eux facile et avancent dans les écoles, dans leurs études sans qu'on ait besoin de se poser la question d'un outil pour des étudiants ou en situation plus âgée, je dirais. De la même façon, je pense avec les enfants avec des troubles du spectre autistique, plutôt un certain nombre de choses sont mises en place, plus aisément ces jeunes arrivent dans les écoles et dans les études supérieures d'une façon aisée. Je ne sais pas si la question de l'outil numérique spécifique dédié à un étudiant soit forcément autant je vous rejoins, hein, sur le handicap moteur par exemple. Là on a des outils qui numériquement doivent être assez pointus parce que avec des contenus beaucoup plus pointus, mais quand on est sur la question de l'accès au langage ou de l'organisation de sa vie, ou ce sont des outils qui ont peut-être été mis en place plus tôt par le biais du numérique et qui du coup voilà, ça devient le jeune qui a sur sa montre son agenda et qui justement est rassuré et sait où il en est, c'est le numérique. C'est son accès à l'étude, elle est passée par ce petit outil-là qui fait qu'ensuite, oui, sur sa montre, dans son agenda, il y aura son cours à tel endroit ou telle situation. Ça va être adapté à sa vie, mais l'outil, il aura été mis en place plus tôt. Et c'est vrai que c'est aussi peut-être quelque chose qu'on a à l'esprit. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je signale quand même que la conférence des grandes écoles, la DAC, font un travail formidable pour permettre à tous les étudiants, les candidats en situation de handicap, d'accéder aux études supérieures. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et c'est vrai que beaucoup de choses se jouent avant et se jouent en amont. Voilà, et avec surtout la problématique de ne pas vouloir de quotas, parce que ça, c'est une volonté forte des écoles de commerce, de ne pas avoir de quotas de ceci ou de cela. Donc on est sur de l'interclassement pur, et donc il faut qu'on trouve des réponses techniques pour ces élèves-là, pour qu'ils soient en compétition, je dirais de façon égalitaire avec les autres candidats. Et ça, c'est une volonté forte, au moins pour notre banque d'épreuves. Donc on trouve aujourd'hui des dispositifs avec de l'aménagement de temps, mais c'est pas forcément la bonne solution. Et quand on répond, on est problématique. La deuxième chose aussi, et là, je dirais que c'est peut-être vous aussi avec votre œil un petit peu extérieur, mais il faudrait aussi que les MDPH aient des réponses homogènes entre chacune d'elles sur une pathologie identique. Et je peux vous citer des cas. Dans le Rhône-Alpes, vous n'avez aucun dyslexique. Non, c'est que la MDPH de Rhône-Alpes ne reconnaît pas la dyslexie. Oui, j'aimerais juste apporter un... Si vous pouvez débattre si vous voulez à voix haute. Mais... vous voulez ? Allez-y. Je vais juste compléter un petit peu mon propos pour apporter un témoignage. Dans notre équipe, nous avons eu une jeune femme qui a fait Supélec, donc une belle école, qui est une jeune femme diagnostiquée trouble du spectre de l'autisme. Elle a essayé de travailler en milieu ordinaire dans le conseil et a été en échec. Évidemment, elle ne pouvait pas aller vers les autres et proposer des solutions puisque son handicap précisément était sur le champ des interactions sociales. Elle avait fait Supélec, mais
elle était tout de même porteuse de ce handicap. Elle a ensuite passé des concours pour être enseignante, donc elle était professeure des écoles, mais là, très vite, avec le bruit, elle s'est aussi retrouvée en échec. Et donc, cette personne a passé 4 années en arrêt maladie, en arrêt longue maladie. C'est quelqu'un que Patrice Renaud ou d'autres personnes au ministère connaissent bien. Et nous avons eu la chance à Learn and Joy qu'elle ait eu une orientation médicale pour travailler chez nous, ce qui nous a quand même surpris. Mais nous l'avons accueillie avec joie. Et elle a fabriqué tous les maths du CP, de School, notre projet d'application qui est sorti depuis lors. Et donc, cette personne a prouvé, s'il était besoin de le prouver, que lorsqu'on met des conditions de travail en place, une jeune femme en situation de handicap lourd, inadaptée au monde professionnel, a priori, peut fabriquer avec de la valeur ajoutée des outils qui sont reconnus depuis lors par tous, puisqu'ils sont recommandés par la stratégie nationale autisme. Et donc voilà, je voulais simplement apporter ce témoignage. Ce qui est important, c'est de véritablement concevoir les outils, intégrer du contenu. Donc il y a bien les outils, le contenant et puis le contenu. Nous, on est en capacité de fournir le contenant. On est partenaire de tous ceux qui voudront travailler sur des contenus pour favoriser l'accès, notamment aux études supérieures, pour ces profils qui ne sont pas du tout des profils déficients systématiques, mais qui sont des profils avec un besoin d'adaptation. Je serais ravie de vous voir sur ce sujet. Et pour vous répondre aussi très rapidement, il se trouve que je sors d'une école qui s'appelle HEC Paris, et qu'en passant par cette école, je me suis engagé très tôt sur la question du handicap. Il se trouve que je suis militant par ailleurs pour une autre association qui s'appelle la FEDEH, que vous connaissez certainement. Donc je me suis penché sur la question de l'accès à l'enseignement supérieur pour les personnes en situation de handicap. J'entends très bien la dimension d'absence de quotas, mais il se trouve qu'à HEC Paris, vous prenez le nombre de personnes handicapées par rapport à l'ensemble de la population estudiantine, on n'est pas loin de zéro. Donc après, c'est le problème de la poule et de l'œuf, vous voyez. J'ai rencontré la direction générale d'HEC Paris à l'époque pour leur proposer déjà de commencer à mener une action d'accueil et de communication sur les possibilités d'accueil de personnes en situation de handicap, parce que personne ne se rend compte qu'en réalité, l'autodisqualification, elle se fait bien plus tôt dans la tête de ceux qui ne se présentent pas à ces écoles. Et qu'encore une fois, si le message il est proactif et volontariste en disant écoutez, si vous rejoignez notre grande école, on a des postes de travail accessibles, on a des contenus pédagogiques accessibles, tout est préparé pour vous accueillir dans de bonnes conditions. Et dans ce cas-là, très tôt, vous ne verrez pas ces mécanismes psychologiques d'autodisqualification se mettre en place, tout simplement. Le problème, c'est que c'est la poule et l'œuf. Vous avez en permanence des gens qui vous disent « mais attendez, pourquoi est-ce qu'on irait engager des investissements alors qu'on n'a pas d'étudiants aujourd'hui dans cette situation-là » Vous voyez ? Ah oui, mais vous faites rien pour les accueillir, donc vous n'avez aucune chance d'en avoir, voyez. Et c'est ça le débat à la fin. Donc est-ce qu'on est capable de casser ce cercle vicieux aujourd'hui, qui est mental, hein, j'insiste, de manière à pouvoir créer un changement de dynamique? C'est à vous de l'impulser, c'est à la EdTech et c'est aux autres acteurs de rompre avec ce discours, en disant non, on ne fait pas l'aménagement parce qu'on n'a pas les personnes. Vous voyez. Et ça, c'est un discours qu'il faut absolument bannir aujourd'hui. J'en suis convaincu. On va malheureusement bientôt arriver au terme du temps qui nous est imparti. Est-ce qu'il y a encore quelques questions, remarques? Monsieur, vous vouliez peut-être apporter un élément? Non? Thierry connaît bien, je sais, hein, je précise. Oui, sur le campus. Voilà. Je voudrais simplement, en préparant cette table ronde, je vous ai demandé aussi à chacun de nous raconter une anecdote, et notamment Corentin, il y avait l'anecdote de Daphné. C'est à la fois une très belle histoire, et en même temps, c'est pas qu'elle finit mal, mais on voit la limite de ces dispositifs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette histoire de Daphné? Oui, et très rapidement, c'est une élève qui est en 6e. C'est l'orthoptiste qui vient nous solliciter pour son entrée en 6e et pour le choix d'une aide technique qui lui permettra de suivre ses cours. C'est une élève déficiente visuelle. Comme les déficiences visuelles, pour la plupart du temps, c'est une pathologie dégénérescente évolutive. Vous disiez que les aides techniques évoluent, mais le handicap évolue avec. Il faut que les aides techniques épousent l'évolution du handicap. L'orthoptiste vient nous chercher pour équiper cet enfant, en dehors des dispositifs éducation nationale, en dehors du PPS, en dehors de tous les dispositifs de droit commun censés effectivement permettre d'équiper cet enfant. Ce qu'on fait par le biais de la MDPH. Et à la fin, ce qui se passe, et c'est la raison pour laquelle on se retrouve, nous, entrepreneurs sociaux, à aller dans le milieu scolaire, on se retrouve à avoir des enseignants qui disent « mais attendez, là, un ordinateur dans le milieu scolaire, mais moi je suis en train de créer un précédent. Je ne peux pas créer un précédent. Comment je justifie ce précédent au regard des autres élèves qui, eux, n'ont pas d'ordinateur ?»
eh ben, il n'y a pas d'autre choix que d'aller en commission de suivi pédagogique et d'expliquer que cet ordinateur il justifie une différence de situation qui n'est pas discriminante par rapport aux autres étudiants, qui a un levier pédagogique extraordinaire pour que l'enseignant puisse expliquer aux autres élèves à l'intérieur de la classe ce que c'est qu'une différence de situation, et pourquoi pas après tout. Et pourquoi pas faire du handicap un levier pédagogique comme un autre pour les enseignants. Mais tout ça, c'est pas structuré aujourd'hui dans la tête des enseignants. Ce qu'ils voient, c'est le risque. C'est le facteur de complexité, c'est le facteur d'absence de compétences, de maîtrise et d'accompagnement. S'il y a un problème sur l'ordinateur, en plein cours, comment je fais, moi, enseignant? Je m'adresse à qui? C'est ça que les enseignants voient aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle ils sont, pour certains d'entre eux, à freiner des quatre fers, alors qu'on sait très bien que si Daphné n'a pas l'ordinateur, avec le scanner qui va avec l'acquisition du contenu au loin sur le tableau et la vocalisation de ce contenu, elle ne peut pas suivre ces cours. Parce qu'on ne va pas demander à l'enseignant de trouver les matériels pédagogiques adaptés et sur son propre temps, de construire ce matériel pédagogique adapté pour l'élève, et pour peu que l'enseignant fasse des contenus pédagogiques qui lui soient propres. Et il me semble que c'est un peu le discours de l'éducation nationale aujourd'hui. Donc à la fin, on a réussi malgré tout. Enfin, que certains enseignants puissent développer des contenus pédagogiques. Bref, je ne rentre pas dans ce débat d'éducation nationale, c'est pas ma casquette. Oui, on fera le grand débat plus tard. Parce voilà. Voilà. Mais on a compris qu'il y avait une petite... Et enfin, à la fin, on réussit, mais... Et donc l'ordinateur est inséré après plus d'1 an au sein du milieu scolaire. Par contre, il a fallu, je vous le dis, toute une étape de suivi depuis le bilan, jusque le dossier MDPH, jusque la formation de Daphné sur l'ordinateur, jusque la sensibilisation de l'enseignant et de la famille, évidemment, qui, elle, porte au milieu de tout ça. Parce que j'ai de la même façon un autre exemple d'un élève en collège, ça devait être en 5e ou en 4e. Il était au milieu de sa classe, il était au milieu avec son ordinateur. Aucun autre élève ne l'avait, mais lui, il l'avait. Et c'était très bien et c'était aucun problème. Donc, il n'y a pas que, heureusement, ces situations-là. Et il y a beaucoup. Et puis, bon, après, il y a aussi le problème du jeune, hein, le jeune adolescent qui arrive au collège et qui veut être comme les autres, avec les autres. Mais là, Daphné, il n'y a pas de solution. Si elle n'a pas son outil, elle ne peut pas apprendre. Et on est vraiment dans l'outil, dans le numérique, et l'outil indispensable à être en situation d'élève. Et c'est là où on a plusieurs niveaux, hein, et bon, c'est pas le moment, mais merci. Gaëlle, un dernier mot? Alors, j'ai beaucoup d'anecdotes d'élèves qui me viennent en tête avec des enfants qui ont exprimé leur premier son avec nos applications, même tardivement, vers 8-10 ans. Mais je vais plutôt favoriser une anecdote qui m'a beaucoup touchée récemment, qui concerne plutôt des enseignants. En fait, nous avons un projet expérimental avec... je le disais tout à l'heure, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, l'Académie de Versailles et l'Académie de Paris. Et donc, nous avons organisé avec la DAFOR une grande formation de tous les enseignants pour qu'ils puissent s'approprier vraiment de manière approfondie ce que c'est que les troubles du spectre de l'autisme, les compensations qui sont nécessaires, la façon dont le numérique peut aider, et puis, in fine, la manière dont on déploie un projet individualisé pour comprendre les évolutions permises par l'outil ou non permises par l'outil. Et donc, lors de cette formation, beaucoup d'enseignants ont réalisé que dans l'école, il y avait d'autres élèves avec TSA qui n'étaient pas diagnostiqués. Bien évidemment, les moyens pour cette expérimentation sont contraints. Donc, nous avons mis en place un recueil par une boîte mail dédiée des besoins complémentaires afin tout simplement de les transmettre aux autorités publiques et que l'on puisse mesurer tout ce qui aujourd'hui est la partie invisible de l'iceberg. Et vraiment, les gens se sont saisis de cet outil. Aujourd'hui, nous avons une expérimentation sérieuse et encadrée, mais en plus de ça, tout simplement parce qu'on est allé communiquer vers les enseignants, qu'on les a écoutés, qu'on les a accompagnés au niveau de leurs usages numériques, on a pu recueillir des demandes complémentaires de moyens. Moi, je crois qu'à un moment donné, il sera urgent de structurer par l'outil. Les enfants en situation de handicap se retrouvent dans des établissements de santé, des établissements médico-sociaux, à l'école, parfois même complètement morcelés entre ces 3 secteurs qui se battent pour des raisons bien légitimes, hein, pour protéger leur budget. Et ça n'est pas une histoire d'élèves, hein, ça n'est pas une histoire d'enseignants. Je pense qu'il est urgent d'amener des outils qui vont transpercer, traverser les murs pour rendre ce service aux élèves et aux enseignants, collecter une information et derrière permettre enfin aux citoyens que nous sommes tous d'apporter des réponses indépendamment des chapelles auxquelles on peut éventuellement appartenir.
Eh ben, merci beaucoup. C'est une très belle conclusion. Je voudrais aussi retenir une expression qui a été dite tout à l'heure par Corentin, mais que tout le monde partage, c'est faire du handicap un levier pédagogique. Voilà, je trouve que c'est quelque chose de très beau parce que moi, si j'ai souhaité être présent à cet événement, c'est pas simplement parce qu'il est question de EdTech, c'est aussi parce qu'il est question de handicap. Et j'ai pas été touché directement par le handicap. Sinon, en tant que directeur d'école, il y a un étudiant qu'on a accueilli qui était en situation de handicap, en fauteuil. Et il a changé notre regard sur le handicap, il a changé mon regard sur le handicap, il a changé le regard des autres sur le handicap, mais au-delà du handicap, il a insuffler de l'humanité dans la classe. Voilà, et je crois que c'est ça, la clé, elle est véritablement là. Merci à tous pour votre attention. Merci encore à tous les trois d'avoir participé à ce bel événement et à très bientôt. Et il y a encore plein de belles tables rondes à suivre. Merci.